Gabs TV, Gabs TV, Gabs TV, Gabs TV, Gabs TV, Gabs TV. Cette plante m'a sauvé la vie. Je suis Jérôme Mounyangi Wankola, médecin et chercheur originaire de la République démocratique du Congo. J'étais infecté par un paludisme multirésistant et plus aucun médicament ne faisait effet. L'artémisia est une plante originaire d'Asie utilisée pendant des siècles par la médecine traditionnelle chinoise contre la fièvre et le paludisme. Le paludisme impacte 3 milliards de personnes sur Terre et tue plus d'1 million de personnes par an. Et toutes les 30 secondes, un enfant en mer. Économiquement, cette maladie coûte aussi 1,7 de croissance par an à l'Afrique. Nos recherches cliniques ainsi que celles d'autres scientifiques confirment l'efficacité de cette plante sur le paludisme sans créer des résistances et stoppe sa transmission. L'artémisia peut être cultivée dans tous les potagers d'Afrique. Notre projet consiste à répandre sa culture et son utilisation en créant des maisons de l'artémisia dans toutes les zones impalidées pour permettre sa vulgarisation et sa promotion. Nous proposons donc un traitement simple, très accessible et peu coûteux. Il suffit en effet de boire l'artémisia en tisane. Notre but est donc d'éradiquer le paludisme de la planète et c'est possible maintenant. Bonne nouvelle pour les Nord-Kivusiens, 4 malades de Covid-19 sont guéris et déchargés de cette maladie ici au Nord-Kivu. Il s'agit de tous les 3 cas jadis positifs à Goma et 1 cas de Beni. Affirmation faite par le gouverneur Karli Nzanzuka Sivita au terme du conseil extraordinaire des ministres provinciaux, conseil qu'il a présidé ce mercredi 22 avril 2020. Selon l'autorité provinciale du Nord-Kivu, il ne reste qu'un seul malade du nouveau coronavirus en ville de Beni, malade dont on attend les derniers résultats de l'INRB. La conséquence de cette heureuse annonce est que le trafic entre Goma et Butembo via Rutshuru est réouvert aux passagers, ainsi qu'entre Goma et l'axe Sake-Masisi et Minova. En revanche, le trafic entre Butembo et Beni reste fermé. Les voyageurs ne pourront pas aussi se rendre au poste frontière de Bunagana où il vient d'être alerté sur un cas suspect de Covid-19 qui a pris la direction d'Embarara en Ouganda. Toutefois, le gouverneur Kasivita souligne que la vigilance reste de mise car les gestes barrières restent d'application. Je suis heureux aujourd'hui de vous remercier, l'équipe gouvernementale et l'équipe de la division provinciale de la santé parce que nous venions de terminer notre conseil provincial des ministres et les tableaux au niveau épidémiologique nous révèlent que sur les 5 cas déclarés positifs aujourd'hui, nous allons autoriser et nous venons de décider au niveau du gouvernement provincial de décharger 4 personnes. Parce que ces 4 personnes sont guéries. Signalons que ce même mercredi, l'OMS a offert aux 3 zones de santé de Goma, Karisimbi et Nyiragongo des matériels et motos devant servir à la lutte contre le Covid-19. De quelle réflexion parallèle parle le professeur Camille Loche? Car si les Africains se méfient, c'est parce qu'ils ont encore en mémoire le sida qui est lié au vaccin contre la polio entre 1957 et 1960 en RDC. C'est ce que l'essayiste sénégalais Sirissi explique avec ce qu'il appelle la géopolitique des médicaments. La recherche et le développement se passent essentiellement en Occident. La production ou la fabrication des médicaments se fait essentiellement en Asie, particulièrement en Chine et en Inde. Maintenant, l'Afrique est le marché de commercialisation et le marché d'expérimentation de la médecine. En 2005, le chercheur en santé publique Jean-Philippe Chipot alertait déjà là-dessus. Attirés par la faiblesse des coûts et des contrôles, les laboratoires pharmaceutiques testent leurs produits en Afrique au mépris de la sécurité des patients. Face à la multiplication des accidents, certains essais ont dû être interrompus.
Ce fut le cas notamment au Nigeria. Le laboratoire américain Pfizer teste le Trovan, un antibiotique destiné à lutter contre la méningite. 11 enfants sur 200 ont trouvé la mort et plusieurs autres ont gardé de graves séquelles cérébrales ou motrices. Mais qui autorise ces recherches et expérimentations? Ce sont nos pouvoirs publics, nos États. Maintenant, nos États et nos pouvoirs publics ne finançant pas la recherche, nos universités de plus en plus vont bénéficier des subventions des pays occidentaux pour pouvoir faire de la recherche. C'est le cas des 5 pays africains qui ont déjà autorisé le projet Afrocov. Ils vont bénéficier d'1,5 million d'euros de l'AFD pour appuyer leurs services hospitaliers. Mais cette aide est-elle gratuite? Pas vraiment, car les pays doivent répondre à ce que l'on appelle la commande publique internationale. Ce sont des bailleurs de fonds qui vont vous exiger de faire de la recherche sur des sujets qui les intéressent particulièrement. Et cela dure depuis des décennies. Dans un article co-publié en 1999, 4 chercheurs français faisaient une étrange remarque. Sur les 1450 nouveaux médicaments commercialisés entre 1972 et 1997, 13 étaient spécialement pour les maladies tropicales et considérés comme des médicaments essentiels. Pourtant, ce sont elles qui tuent le plus en Afrique. Et je vais vous donner juste un exemple. Ici, en Afrique, la maladie qui tue le plus, c'est le paludisme. Mais pendant longtemps, la communauté internationale, ce qui l'intéressait, c'était la recherche sur le VIH-Sida, même si le Sida aussi fait des ravages. Puisqu'on parle du Sida, revenons donc au cas des prostituées dont parle le professeur Jean-Paul Mira. De juillet 2004 à janvier 2005, le laboratoire américain Gilead Sciences, financé par les États-Unis et par la fondation Bill et Melinda Gates, fait tester l'antiviral tenofovir sur 400 prostituées camerounaises. Les volontaires, souvent francophones et illettrés, ont reçu une information écrite en anglais. Certaines femmes pensaient même qu'on leur administrait un vaccin. Ces manquements éthiques graves seront dénoncés et les essais cliniques interrompus. D'après Jean-Philippe Chipot, ces dérives révèlent comment les industriels du médicament utilisent les populations du Sud pour résoudre les problèmes sanitaires du Nord. Mais comment se fait-il que depuis plus de 60 ans, des pays dits indépendants n'aient pas mis en place des mécanismes solides pour contrôler l'activité des laboratoires? Pratiquement, nos pouvoirs publics, nos États ont plus ou moins abandonné le secteur de la santé. Pour comprendre, il suffit de s'intéresser au budget des ministères de la Santé de certains pays subsahariens. Presque 40 à 50% de ces budgets-là proviennent des ressources extérieures. Donc en Afrique, pendant longtemps, on a une logique ou une tendance de considérer le secteur de la santé comme un secteur de rentrée de fonds, davantage qu'un secteur de santé publique. Avant même de parler de vaccins, limitons-nous simplement au dépistage. Qui s'occupe des tests du Covid-19 au Sénégal? L'Institut Pasteur. Qui s'en occupe en Côte d'Ivoire, à Madagascar et au Cameroun? L'Institut Pasteur. Et qu'en est-il au Maroc, en Algérie et en Tunisie? L'Institut Pasteur. Et donc, pourquoi au lieu d'investir dans la recherche microbiologique, par exemple, 10 anciennes colonies françaises préfèrent encore confier cette tâche à l'Institut Pasteur, qui est un institut français? Nous pensons que le moment est venu de réhabiliter nos universités africaines pour pouvoir prendre en charge la question de la recherche. Mais il faudra faire aussi de la recherche en essayant d'intégrer la pharmacopée africaine par rapport à la médecine moderne. Cette pandémie ne serait-elle pas l'occasion pour l'Afrique d'apprendre une leçon vitale? Désormais, il faudra compter d'abord sur soi-même. Compter sur soi-même avant tout, compter sur soi-même après tout et compter sur soi-même par-dessus tout. Is trying to silence you? Do you believe that? Let me put it this way. Maybe I lasted longer than I probably would have based on my views on France. And it's not even my view. It's basically stating the facts in terms of what France is doing to Africa. What they're currently doing? What they're currently doing and have been doing for decades since the quote-unquote independence of the former French colonies, yes. So what is happening? Because look, the reality is a lot of Americans are not necessarily hearing about what's happening in African nations. 7 of the top 10 fastest growing economies come from Africa, but you also have a significant impact of the Chinese in many African countries as well. And so do you believe that the government of France still has a lot of control over a number of African nations of their former colonies? They have significant control over all of their former colonies, specifically 14 of them. Just to give you the highlights of what they did when they were giving the independence, so to speak, to their former colonies, they forced them to sign a document which they are calling the Pact for the Continuation of Colonization. You have to understand, on one hand, they are saying we're giving you independence, which turned out to be mostly political independence, but that you also have to sign this document, which is titled the Pact for the Continuation of Colonization. So you're going to be independent, but you have to agree to continue to be colonized.
So 2 countries said absolutely not. We are not going to sign those that document. Those 2 countries? Mali and Guinea. Okay. And what the French did, they went into those 2 countries, took everything that they thought they had brought to those 2 economies, poured concrete into the sewage pipes, and completely devastating the 2 economies. This was done as a way of letting the other countries know that if you do not sign this document, this is the fate that awaits you. How has that negatively impacted those African countries? It has impacted them terribly, terribly, terribly. If you look at it, you give up your, the Pact for the Continuation of Colonization said those countries were expected to deposit 85% of their bank reserves back then with the French Central Bank under the control of the French Minister of Finance. And should those countries wish to request some of those monies, because remember they were only left with 15% of their reserves, then they would have to submit a financial statement for the country, and if approved, they could only access up to 20% of whatever they had deposited the year before as a loan at commercial interest rates. The only difference now is the 85% deposits have now been lowered down to maybe between 50 and 60%. But the countries are still forced and required to deposit their bank reserves with the French Central Bank. So picture this situation. You are depositing all your monies with France. Should you need some of your money, you get it as a loan at commercial interest rates. So immediately, you have a credit with France, but you begin to owe France. This has been going on and continues to this day. So combined, the 14 countries are giving to France cash, cold hard cash, over $500 billion every year. And France takes that money and invests it in its own stock market under the French name, and the countries may or may not know the returns. Currently, for every 14 billion that France takes out of Africa, by the time they finish investing it in the French stock market, they are realizing upwards of 300 billion. So you do the math to see how much money France is taking out of Africa every year. And yet France has the audacity to then look at African countries and call them poor countries. Why would poor African countries give $500 billion to France year in and year out? What really gets me the most is, how does the world sit back and watch this carnage take place in Africa? Where is the United Nations? This is the body that's supposed to be looking out for any violations of human rights. It is my humble opinion that singularly, what France is doing to Africa is the biggest violation of human rights. Women and children are dying of starvation, youth unemployment, when the same poor countries are giving $500 billion to France. It simply does not make any sense. And I don't know how the world can sit back and watch all this unfold and nobody is saying anything. It's unacceptable. It is wrong, and we're simply asking France to do what is right, what is just, and what is fair with the Africans. And this is a chart that I think says in another way what he so profoundly provided us today. This chart to me represents beautiful, educated, moneyed black people all over America. It could represent black organizations, it could represent black churches, it could represent black social and civic organizations. And what you will notice about these beautiful black people all over America is that everybody is doing their own thing, caught up in a Eurocentric value of rugged individualism, having forgotten that it takes a village to raise a child. There is no power here, brothers and sisters. There is no power here. Power is most effective concentrated. You can take a 55-gallon drum of water, spill it over, it will disperse, find its own level, and eventually evaporate. You can take that same 55-gallon drum of water, put it under pressure, put a lid on it, put a hose in it, put a nozzle on the end of that hose, and it can cut concrete. There is no power with us being disconnected. See, there's nothing wrong with dispersion. I live in Cleveland, you live in Atlanta. We have folk in the Caribbean, we have folk in Africa. That's dispersion. That's okay, but we do not have to be disconnected. We are a disconnected
people. We are powerless in disconnection. This is where all the power is. You see? This is where all the power is. Whether you are at the center of your own network or a part of someone else's network, this is where the power is. There's a beautiful African proverb that says, when spiders unite, they can tie up a lion. When we connect, because we are disconnected, we're disconnected from those of like mind. We're disconnected from the best practices in our community. I don't care what it is that you want to do, what profession you want to engage in, what business you want to get into. I can introduce you to brothers and sisters all over America they are doing it to death. You just don't know who they are. You are disconnected from them. There is no power in disconnection. Okay? When we connect, we prevent interlopers from coming into our communities and taking and destroying at will. All right, George. Try to open up the Booker T. Washington delicatessen in Chinatown and see what happens. So we must connect. We must connect the dots. That must be the movement for our people in the 21st century. We need a lot of us doing a little instead of a few of us doing a lot. We need to get together to get ahead. That is why we must network. Gabs TV, Gabs TV, Gabs TV, Gabs TV, Gabs TV, Gabs